Swag. Là, c'est une mauvaise foi. Allez, cette mauvaise foi nocturne. Bon, allez, on est parti. J'arrive pour un quart d'heure. Formidable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur, donc pour conseil culture du jour de Gentleman de Guy Ritchie, unanimement apprécié par toute l'équipe du podcast La Sueur. Vous nous en direz des nouvelles. Bien, alors on va répondre à vos questions avec les Triple Siege, les Chronicle Confinement, Coronavirus. Coronavirus complètement. Donc, soit si vous nous écoutez en audio, bah oui, vous n'allez pas nous écouter en visio, eh bien, si vous nous écoutez donc sur les plateformes iTunes, lancez les 5 étoiles, Spotify, Deezer, Stitcher et j'en passe, vous envoyez un mail sur podcast@lasueur.com ou alors @lasueur, un petit message sur Instagram. Et si vous nous regardez sur YouTube, bah vous avez aussi l'option commentaire. Bien, messieurs, alors nous avons reçu un mail de Kamel. Salut les gars, bon merci pour ces vidéos pendant le confinement. C'est un kiff total, vous êtes au top. Merci beaucoup Kamel. Voilà, j'ai une question pour la prochaine vidéo. S'il vous plaît, faites-moi kiffer. Eh ben on va te faire kiffer Kamel. Une question, question compliquée messieurs. Qui sont vos deux combattants préférés à l'UFC ? Soyez honnêtes. Kamel nous donne son... Qu'est-ce que ça veut dire ça, soyez honnête ? Bah, ça veut dire qu'on n'est pas très honnête et qu'il sent venir la petite douille de Monsieur Poilopso. Soyez honnête. Perso, moi, c'est Habib et Paulo Costa, signé Kamel. Merci les frérots, continuez, changez rien. PS, mon préféré parmi vous trois, c'est Rust. Ah bon, bah ça va. Alors ça va. Alors ça va. Bon alors, qui s'y colle en premier ? À l'UFC et actuellement, donc, hein, messieurs. Ouais. Là, moi, il y en a un, c'est sûr et certain, c'est Darren Till. Oui, ah bah ça oui, ça on sait. Eh bien moi je vais me mouiller, allez, bah c'est évidemment Conor McGregor et Monsieur Yoel Romero. On va pas Romero, ouais. Ah, c'est dur. C'est excessivement difficile. Je sais pas, moi il y a Justin Gaethje forcément dans le lot. Et puis je sais pas, c'est entre José Aldo et Rafael Dos Anjos. J'aime beaucoup ces gens-là. Oh, pas Junior Dos Santos. J'aime beaucoup aussi, mais ceux qui m'intéressent plus, qui m'ont le plus intéressé dans la durée, c'est ces gens-là, dans les hauts et dans les bas. Moi, le problème avec Dos Santos, je l'aime beaucoup, mais c'est que les bas me foutent la dépression en fait. Vraiment, j'ai adoré suivre sa carrière. C'est un des premiers combattants que j'ai vraiment suivi assidûment. Mais là, ça sent pas très bon quoi. Putain, cette voix de. C'est pas très agréable. Je suis pas masochiste en fait, si tu veux, genre. Et là. Ouais, non, bah, je comprends. Bah, moi, mon deuxième, ce sera, en fait, j'y pense, et oui. Et de la même manière que Guillaume, tu vas te faire clasher parce que tu as choisi Conor, je pense que je vais me faire clasher, mais j'ai choisi TJ Dillashaw. Tout simplement parce que. Oui, malgré tout. Bien sûr, j'ai rarement autant kiffé ma vie que quand je mettais des démonstrations de TJ Dillashaw, quoi. Ouais. Donc, oui, là, ouais, c'est un putain de tricheur, et clairement, ça met une énorme astérisque sur sa carrière, mais du niveau purement technique et de ce qu'il a délivré dans la cage. Bah voilà, s'il n'était pas dopé, ce serait ça le MMA ultime, quoi, bordel. Quoique Conor ou Nate Diaz, parce qu'en fait moi c'est pas le préféré, c'est je me dis celui quand je le regarde combattre où j'ai le plus peur. C'est plus ça, parce que sinon il y a plein de, on regarde énormément de combats et souvent on se lève à 4h du mat et je sais que Romero, qu'il y a des mecs comme ça où quand je les regarde j'en peux plus parce que je me dis oh putain il suffit que ça parte et là je vais être en PLS. Ouais, en fait c'est ceux qui te font le plus vibrer quoi. C'est ceux qui me font le plus vibrer, mais dans le sens vibrer parce que j'ai peur pour eux. Et je sais que Conor McGregor quand il combat à chaque fois je me dis oh putain ça va partir. Et Nate Diaz ses derniers combats à chaque fois je flippais dès qu'il y avait un kick ou quelque chose comme ça contre Masvidal que j'aime beaucoup pourtant. À chaque fois, je fais oh non. Ouais, mais finalement, c'est ça. Alors, la vraie variable, c'est ça. C'est quel est le combattant qui nous fait le plus vivre quand on le regarde. Ou là, d'ailleurs. Oui, ou là. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Ça nous fera très plaisir. Et à nous insulter parce que c'est très important. Alors. Ouais, non, mais en vrai, mettez vraiment chacun vos deux fighters favoris parce que nous, ça nous donnera une bonne idée de qui est-ce que vous kiffez. Parce qu'en vrai, ça va être un bon moyen de savoir un peu ce que
ce que les auditeurs kiffent aussi. Complètement. Et puis là, bien évidemment, on a dit nos préférés, ce qui ne veut pas dire que nous détestons tous les autres, bien évidemment. Hein. Voilà, à bon entendeur. Question de Choukri31S. Salut les gars, j'adore votre chaîne et ses vidéos quotidiennes. J'ai une question. Pourquoi There's the police. Pourquoi Khabib ne saigne pas dans ses combats? Si, comme Anderson Silva. Hein, enfin... faudrait prendre des coups déjà pour commencer. Non, mais c'est vrai, c'est que Khabib, dans ses combats à l'UFC, je pense qu'il a pris vraiment très peu de coups directs debout. Parce que quand tu es au sol, prendre des coups, tu as moins d'élan, donc tu peux moins causer de saignement. Tu peux plus cutter, cela dit. Pardon? Tu peux plus cutter par tes coups, cela dit, au sol. Ouais, mais il y a peu de gens en fait qui combattent bien avec les coudes, par exemple, au sol. Ouais. Et moi, je pense qu'une arme qui serait efficace pour cutter quelqu'un, de toute façon, que ce soit debout ou au sol, c'est des coudes parce que c'est tranchant. À Tony, hein. Ouais, Tony, c'est le meilleur exemple. Mais même, vous regardez les combats de Muay Thai au Lumpini ou au Raja, ça termine en bain de sang généralement parce que dès qu'il a commencé à avoir. Dès que le gentleman agreement est rompu, dès qu'il y en a un qui essaie de mettre un coup en taupe, et après ça part en sucette et donc voilà. Donc en fait le truc c'est que Khabib, déjà la plupart de ses combats se passent au corps à corps ou au sol, donc il n'y a pas l'élan et tout. Et en fait aussi plus tu te fais cutter, plus tu as de chances de te faire cutter. C'est-à-dire il y a des gens, tu prends des frères Diaz par exemple, c'est l'exemple type, ils ont pris tellement de coups que la peau qu'ils ont près des arcades et tout, c'est du papier à cigarette OCD. Enfin, sauf s'il y a des opérations chirurgicales particulières. Il y a ça. Et donc, en fait, comme Khabib, et là, ça révèle vraiment la stratégie qu'il arrive à appliquer à tous ses adversaires, c'est qu'il a pris tellement peu de coups, finalement, que il n'a pas ça. Tu vois. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Hein. Ouais. Il n'a pas une peau en adamantium ou un truc comme ça. Enfin... Ouais. De toute façon, c'est sûr que ça a beaucoup à voir avec le style. Parce que Anderson Silva, pareil, je ne sais même pas si je l'ai vu cutter une seule fois, mais il y a le fait que de toute façon il était connu pour roll with the punches, rouler avec les coups, mais en plus de ça, maintenant il se fait rouler dessus. Non, pardon. Commence par parler poliment là. Respecte un petit peu quand même. Et en plus de ça, il y a aussi des gens, je pense que de la même manière que physiquement, il y a des gens qui ont des plus longues jambes que d'autres, des plus gros torses, je vais pas faire la liste. Je pense que non, il vaut mieux pas. Ouais. De la même manière, il y a des gens qui cut plus ou moins facilement, je pense. Mais vraiment, hein. Parce que par exemple, dans ma famille, on a une peau plus fine. Je pense que je cut très facilement, tu vois. On voit plus les veines, mais c'est-à-dire que je pense que je cut mais cela dit, c'est la même problématique avec les gens qui marquent facilement les coups, je pense. Ah, mais c'est ça, c'est là où j'allais. Tu prends par exemple, comment il s'appelle? Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, ouais, voilà, c'était ça l'exemple. Où à chaque fois il prend un coup, tu as l'impression qu'il s'est mangé un coup de batte dans la tête. Ouais. Et en plus, il a le teint pâle, donc ça se voit vraiment. En fait, mais c'est là où j'allais. Et c'est pas juste parce qu'en plus de ça, ça peut vraiment marquer l'esprit aussi des juges. Donc, c'est pas pratique, mais il y a des gens qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils seront plus rouges plus vite. Paul Felder, pareil, le mec, c'est une tomate au bout de 2 minutes s'il prend 2-3 droites, quoi. Donc, c'est pas juste, mais de la même manière qu'il y en a qui ont des meilleurs mentons, et voilà. Voilà, c'est tout. Oui, donc. Voilà. Bien, on va passer à une question de wow. Calm down now. Wow, question de Bobby Brown. Ouh, le nom le plus kiffant à dire. Salut les gars, merci pour vos podcasts quasi quotidiens. Je les attends avec impatience chaque jour. Bon, pour essayer de faire court, je voulais avoir votre avis sur les différentes morphologies de combattants. Wow. Grand, petit, longiligne, trapu, long bras, bras courts, ETC. Je crois qu'on avait déjà un petit peu parlé de ça. Quels sont les représentants dans chaque catégorie? Leurs avantages et désavantages, etc. Je pense que ce sera un sujet passionnant et qui nous permettra de découvrir de nouveaux combattants. Merci les gars, force à vous et vos familles. Bon, je pense qu'on est tous les trois un petit peu pressés et qu'on répondra à cette question-là ultérieurement. Mais cela dit, en fait, c'est une question qui nécessite une longue réponse, donc on le fera exhaustivement. Exhaustivement, exactement, parce qu'il y a pas mal d'exemples. Donc là, nous la mettons sur le côté et nous l'enregistrons sur le Teco. Ouais. Exactement. Alors, encore une question. Question de Tawil. Bonjour la sueur, quelques petites questions. Selon vous, c'est parce qu'en fait il y a
4 questions. Seriez-vous Voilà. Ah, dis donc, ça fleurit, on dirait un film de Guy Ritchie. mais là... Seriez-vous hypé par une transition vers le MMA de Rico Verhoeven? Pensez-vous cela possible? Rico Verhoeven, champion heavyweight du Glory et qui s'est déjà essayé avec succès en MMA. Alors messieurs, et sachant que c'était déjà à l'étude, je crois, pour lui avant qu'il ne re-signe un contrat longue durée avec le Glory. Bah ouais, hein, je pense qu'on serait intéressé, c'est clair. Ouais, alors non, on serait intéressé. En revanche, je pense que bon, c'est un athlète exceptionnel. En plus, en heavyweight, c'est, je pense, la meilleure catégorie pour faire une transition comme ça, ou celle où tu as le plus de chances de te démarquer par tes aptitudes athlétiques. En revanche, je trouve que le style de kickboxing de Rico Verhoeven ne se prête pas forcément bien à la transition MMA. Parce qu'il n'a pas beaucoup de punch. Enfin, il fait mal, évidemment, il fait mal, mais il n'éteint pas les gens comme Ngannou. C'est quelqu'un qui boxe de manière très Dutch style, où il va, justement, c'est sa force en kickboxing, c'est que c'est un des rares en poids lourd à avoir cette capacité à faire du volume punching, c'est-à-dire à envoyer 4, 5, 6 coups de poing et terminer sur ses kicks. Et ça, en MMA, et d'autant plus dans la catégorie des lourds, je trouve que ça se prête pas super bien pour la transition. Donc oui, c'est possible, je pense, parce que là, c'est pas une catégorie où la compétition est très élevée. Mais ça nécessiterait un énorme travail, même ne serait-ce qu'en striking. Je pense que son striking, il ne pourrait pas faire copier-coller de ce qu'il fait au Glory pour l'appliquer au MMA. C'est clair, il y aura des ajustements à faire. Après, on l'a vu quand même s'entraîner avec Henry Hooft, je crois, et faire pareil. Justement, quand il s'interrogeait sur sa transition à MMA, où il était assez loquace par rapport à ça. Donc peut-être qu'il a justement travaillé là-dessus, mais c'est vrai qu'il faudrait des ajustements par rapport à ce qu'il fait en kickboxing. Mon cher Rust. Vrai. Ouais, après, en fait, je me disais, de toute façon, c'est vrai que ça nécessiterait énormément de travail, mais et je suis aussi d'accord pour dire que, vu que c'est les poids lourds, c'est aussi la catégorie où tu as le moins de temps dont tu as besoin pour faire la transition, parce que tu n'as pas autant besoin de technique que quand tu es sur les plus petites catés. Donc, ce serait tout bénef. Et je me dis, bah, je sais pas, je le vois bien avec un style à la José Aldo, et je pense que ça pourrait passer même en heavyweight à la limite. Hein, parce qu'il est quand même, bon, il est hyper lourd sur ses appuis, c'est clair. Il se repose aussi beaucoup sur ses low kicks. Et pour le coup, je pense que à moins de. Mais de toute façon, Curtis Blade, c'est la bête noire de tout le monde. Mais à moins d'un combat contre Curtis Blade, j'étais en train de me demander en fait contre qui est-ce qu'il aurait peut-être le plus de problèmes. Et en fait, je sais pas, Stipe Miocic, en fait, instinctivement, j'aurais dit que ça peut le faire, en fait. Il développe une bonne défense de takedown, un truc où il peut genre bien s'asseoir sur n'importe quelle tentative, il peut maintenir à distance en jab. Je vois pas... Ah non, mais je le vois pas. Ça c'est dans les meilleures conditions. Mais moi, j'ai vu son premier combat de MMA, là. Il allait quand même au sol assez facilement. Le problème, c'est que... C'est il y a quelques années, cela dit, ouais. Mais n'est pas Mirko Cro Cop qui veut, tu vois. C'est pas, on peut pas. Tu vois, il y a des gens, ils arrivent à se proler, tu vois, et efficacement à mettre vraiment leur poids pour bloquer un takedown, et ça peut être utile en poids lourd. Mais le truc, c'est par exemple, tu disais qu'il peut l'arrêter, mais tu sais, un mec comme Alexei Oleinik, tu rigoles comme ça, mais il peut l'amener au sol, il peut le soumettre, tu vois. Je pense. Ça prendrait pas beaucoup de temps, compte tenu de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Mais après, évidemment, s'il taffe, évidemment, ce que je disais, c'est un athlète, il peut apprendre très rapidement, il a des capacités qui le démarquent du gros, en fait, de la catégorie des heavyweights. Mais je trouve justement le fait qu'il fasse beaucoup de low kick aussi, ça joue pas forcément en sa faveur. Parce que c'est pas comme José Aldo, il envoie un low kick et retire sa jambe très rapidement. Enfin, ça va très vite, tu vois. Alors que Rico Verhoeven, bah, il a des bons low kicks, mais il est un peu plus lourd. Et en fait, s'il fait un low kick, par exemple interne, bah, il y a moyen qu'il place le low kick, mais qu'il se fasse mettre au sol directement après. Enfin, je trouve que l'inertie. Souvent aussi, je trouve que, tu vois, là, le dernier truc dont j'ai souvenir, que ce soit pour lequel ce soit arrivé en poids lourd, c'est Ken Velasquez contre Bigfoot Silva, où, en gros, chaque low kick, il le chopait la jambe et il avançait, c'était terminé. Mais au-delà de ça, j'ai pas souvenir en poids lourd de voir ce genre de technique beaucoup utilisée. Je sais pas. C'est vrai qu'il faudrait voir. Après, je me dis, de toute façon, lui, c'est plutôt kickboxing pur ou K1. Je sais pas s'il a fait beaucoup de boxe taille, mais par exemple, pour un mec contre Oleinik, qui généralement aime bien aussi travailler à partir du clinch, si jamais il venait de la taille, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'adversaires qui pourraient dominer même dans ce secteur-là. Mais je sais pas s'il a un gros background en taille. Je pense pas qu'il vienne de la taille, Rico Verhoeven. Ouais, non, je crois, parce que dans le podcast de Joe Rogan, il me semble qu'il a vraiment commencé aussi par le kickboxing. Donc,
En tout cas, je sais pas. J'aimerais bien voir. Franchement, j'aimerais bien voir. Je sais pas. On verra bien de toute façon une fois qu'il aura nettoyé la catégorie du du Glory, en tout cas, peut-être, éventuellement, qu'il partira. Deuxième question de Tawil. Après, nous partirons vers d'autres auditeurs. En cette période, quel combat à gagner faut-il pour vous pour considérer Khabib comme le plus grand all-time? Bien sûr, après Tony Ferguson, s'il gagne, oui, je crois toujours qu'il va avoir lieu. Eh bien, pour moi, c'est simple, 2 combats. Il est à 2 combats d'être considéré comme le GOAT, the greatest of all. Et je mets Tony Ferguson dedans. Voilà. Parce qu'avec Tony Ferguson, il devient le plus grand lightweight de tous les temps, et ensuite, il lui reste un énorme combat. Contre qui, du coup? En gros, deux super fights. Parce que le truc, c'est que pour moi, pour être le GOAT, c'est soit tu as une longévité de ouf comme JSP, comme Anderson Silva, comme John Jones, ou soit tu es ce mec un peu comme Conor McGregor avant qu'il perde contre Khabib, où en gros, tu te dis, c'est un run qui dure 3 ans, mais pendant 3 ans, le mec a déplacé des montagnes, a fait des trucs, personne ne pensait que c'était possible. Et donc, en fait, en 3 ans, tu fais tu remplaces la longévité, en fait, grosso modo. Et pour moi, c'est ça. Comme Khabib n'aura pas de longévité, il faut qu'il arrive à frapper fort définitivement. Et donc, quand je dis super fight, c'est soit la catégorie 165, soit éventuellement un truc chez les welter, ou soit le gros money fight contre, je sais pas moi, McGregor, tu vois, qui est revenu à fond et il explose, ou soit t'as, je sais pas moi, Georges Saint-Pierre qui descend. Enfin, un truc pour vraiment se dire, c'est bon, parce qu'en soi, Polydomso l'a très bien dit il y a de ça quelques mois. Une fois que c'était en septembre, juste après la victoire de Khabib Nurmagomedov contre Dustin Poirier, après le combat contre Tony Ferguson, s'il bat Tony Ferguson, il n'a plus rien à prouver chez les lightweight. Forcément, tout ce qu'il fera après, même un combat contre McGregor, à moins que McGregor soit revenu vraiment très haut, ça ne lui apportera rien. Contre Gaethje non plus, contre tous les mecs non plus. Donc il est obligé de frapper très fort pour aller un petit peu plus haut, à mon sens. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça qu'à la limite, si Kamaru Usman continue de gagner aussi, et qu'il y a donc il bat Tony Ferguson, et après il y a un Khabib versus Usman, et que Khabib gagne, bon bah là, je pense que le statut de GOAT n'aura jamais été aussi proche, hein, c'est clair. Mais après, loin de moi l'idée de minimiser les accomplissements de Khabib, c'est pas ça que je veux dire, mais il est à combien de défenses de titre en lightweight? Ce sera sa troisième. Troisième. Oui, troisième. La première, c'était contre McGregor. Deuxième contre Poirier. Bon, il ne faut pas oublier qu'il a attrapé le titre contre Yaquinta. Yaquinta, ouais. Que bon, il a eu une bonne opposition, mais il y a des. Je veux dire, bon, je ne veux pas être méchant, mais le 28-0, il y a énormément de combats avant l'UFC. Faut pas les prendre en considération. Non, mais complètement. Parce que victoires consécutives. Non, mais je m'explique. Oui, évidemment. Mais même, il doit y avoir 3-4 combats avant qui sont intéressants. Mais il y a énormément, il y a plusieurs combats qu'il a fait seulement en 2 rounds à la maison, dans des conditions hyper favorables. Et en fait, c'est vraiment, on a du mal à imaginer ça, mais c'est une transition qui a été vraiment très très bien programmée et très bien encadrée. Khabib. On a l'impression, les gens qui connaissent pas très bien le MMA peuvent se dire, ah putain, le mec il vient de la Russie, c'est super chaud là-bas, il y a des mecs très très bons. Et c'est vrai, en Russie, les gens qui font du MMA, ils vous le diront, c'est un peu le traquenard, quoi. Tu peux tomber sur un mec qui n'a pas de page Wikipédia, qui a 3 combats, tu te dis c'est un tocard, mais en fait le mec il est 4 fois champion du monde de sambo, il va te plier, quoi, tu vois. Et ça c'est possible. Mais c'est pas arrivé à Khabib. Khabib, il a rencontré, je crois jusqu'à son 8e ou 9e combat pro, et il a rencontré des gens. Il y en avait pas mal qui avaient des bilans négatifs et tout. Donc, il a été biberonné et très bien, habilement construit pour arriver au plus haut niveau possible à l'UFC. Et là-dessus, c'est vraiment un cas d'école de ce qu'il faut faire en fait en termes de progression d'un combattant qui est très bien encadré. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore ce que fait Khabib depuis qu'il est à l'UFC. Je trouve que c'est très très intéressant et qu'il n'y a personne qui a fait ça en fait à l'UFC, d'être invaincu dans la catégorie la plus compétitive, et il a rencontré les meilleurs de cette catégorie. Donc là-dessus, chapeau, bravo. Mais l'argument genre 28-0, qu'est-ce qu'il vous faut? Ça, je vais être très honnête, ça me gonfle cet argument. Je peux plus l'entendre, quoi, parce que c'est un argument qui tient pas debout en fait. C'est un truc, je veux dire, c'est un truc de boxe, quoi. C'est comme les mecs. En fait, c'est pas le cas de Khabib, mais ça pourrait arriver en fait
on peut te monter des bilans de mecs qui sont à 30-0, tu vois, genre, et en fait, ça veut pas dire grand-chose. Khabib, en fait, c'est surtout ses combats à l'UFC qui ont vraiment une bonne importance. Il a rencontré des mecs hors de l'UFC, il y en a quelques-uns qui sont bons, je dis pas ça, mais la majorité des mecs, des combats qu'il a fait hors UFC, c'est pas ouf. Et finalement, quand il a un titre à l'UFC, est-ce qu'il a un titre hors UFC? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas, moi, mais à vérifier. Donc, il n'a pas plusieurs titres à l'UFC et finalement, il n'a que 3 défenses de titre. Ouais, donc, tu vois, c'est vrai que les accomplissements sont ouf et la domination qui monte, c'est ouf parce que je crois qu'il a concédé un round à l'UFC. Ah oui, non, mais surtout, moi, ça, c'est. Je sais pas. Pour moi, en fait, mais bon, quand tu regardes, par exemple, tu vois, on peut atténuer cet argument-là depuis qu'il a le titre, en fait. Au moment où il prend le titre contre Iaquinta, les gens qui disaient ça y est, c'est le plus grand, c'est machin. Je trouvais que c'était un peu abusé parce qu'il avait battu qu'un seul top 5, je crois, et c'était Hardier. Rappel de Santos. Ouais. Non, mais ouais. Barbosa n'y était même pas. Là, quand même, t'as McGregor, Dustin Poirier, et là, s'il bat Ferguson. Rappel de Santos. Ouais, mais bon, tu vois, par exemple, quand tu compares, par exemple, c'est pour ça que GOAT, ça me dérange, parce que quand tu compares à la carrière d'un John Jones, par exemple, qui a été champion à 23 ans, et qui a fait quoi, 5 combats, 6 combats hors UFC, je sais pas, enfin, peut-être j'ai une connerie, mais pas énormément, tu vois, et qui est invaincu. Bon, après, on peut discuter sur le combat Dominique Reyes et le combat Thiago Santos, quoi, mais bon, voilà, tu vois, enfin, je veux dire, c'est pour ça, moi, bon, après, pour ne rien cacher à mes auditeurs, de savoir qui est le GOAT et tout ça, pour moi, c'est une discussion un peu. Enfin, je veux dire, c'est très mais oui, mais limité temporairement. Tu vois. Et en MMA, c'est un sport qui est ultra jeune, donc faut laisser le temps au temps. De toute façon, ceux qui le voient comme le GOAT quoi qu'il arrive. Je pense que les gens me comprendront quand je dis ça, parce que Khabib, il faut prendre un peu de recul là-dessus. C'est-à-dire, il y a des gens, ils le voient plus beau qu'il n'est réellement, et d'autres qui le voient pas. Enfin, je veux dire, c'est un excellent combattant, mais c'est pas le retour du Messi non plus, quoi. Faut pas déconner. Donc, effectivement, s'il bat Tony Ferguson, ce sera le plus grand lightweight de tous les temps, on pourra dire. Là, je le reconnais. Et les lightweight étant la catégorie la plus compétitive, on pourra dire effectivement que c'est un des meilleurs combattants de tous les temps. Après, est-ce que c'est le meilleur combattant de tous les temps? Moi, je sais pas, en fait. Il faut la longévité. Il faut forcément la longévité pour moi. Parce que c'est... Je sais pas. Après, effectivement, s'il bat Tony Ferguson et Ousmane derrière, là, j'aurais pas grand-chose Même avec toute la mauvaise foi du monde, j'aurais pas grand-chose à dire. Peut-il battre Adesanya? Non, oui, non, après, ça sera compliqué. Et le problème, c'est qu'ils sont tous les deux amis, ils partagent le même manager, ils ont dit qu'ils n'allaient jamais s'affronter, donc voilà. À moins les Khabib. Ouais, oui. À moins que Kamaru Usman perde la ceinture, nous n'aurons jamais de Khabib pour le titre. Très honnêtement, s'il bat Tony Ferguson, déjà, on peut s'accorder à dire que ce qu'il a accompli, c'est exceptionnel. Oui, c'est sûr. Oui, c'est un combattant hors du commun. Mais déjà aujourd'hui, c'est un combattant hors du commun, en fait. C'est ça qu'il faut dire. Moi, c'est pour ça la discussion plus grande de tous les temps, ça me gonfle un petit peu, tu vois. Mais parce que j'ai l'impression que quand je dis ça de Khabib, j'enlève un peu à Fedor, j'enlève un peu à Dimitri Johnson, j'enlève un peu à Georges Saint-Pierre. Ça m'énerve de dire ça, tu vois. J'aime pas dire ça. Et en plus, c'est stérile parce que le sport, peut-être dans 20 ans, il aura complètement changé. C'est comme un peu, tu sais, quand tu parles de foot et tu dis Pelé, c'est le plus grand footballeur de tous les temps. Et tu dis, bah oui, tu sais, Moutatis Moutandis, quand tu replaces dans le contexte, aujourd'hui, bah, je suis pas sûr que Pelé il puisse faire rivaliser avec. Et c'est pareil avec, tu vois, c'est pareil avec le MMA. Peut-être dans 20 ans, on dira putain, ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel ce qu'il a accompli, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire le plus grand de tous les temps? Enfin, voilà, j'ai un peu de mal. Je dis, déjà aujourd'hui, c'est un combattant hors du commun, exceptionnel. S'il bat Tony Ferguson, ce le sera encore plus. Et de toute façon, le nom de Khabib est inscrit dans le livre de la légende du MMA. Déjà aujourd'hui. Complètement. Et il y a un mec dont complètement. Et un mec dont on ne parle pas pour le statut de GOAT et qui, mine de rien, aussi cringe soit-il, il monte, c'est notre cher Henri Cerudo. Hein, parce que lui, pour le coup, s'il venait avoir un règne de 4 piges, bon, ça sera très très chaud, hein, mais parce que chapeau, mine de rien, il a battu Dimitri Johnson, battu TJ Dillashaw, ensuite il a pris le titre Bantam face à Marlon Moraes.
S'il bat José Aldo, c'est. S'il bat José Aldo, là ensuite il se tape un des mecs qui est donc Mais soit Sterling, soit Yann, soit. Si vous avez vu, ils ont signé le champion du Rising, là, Manel Oui, Cap. complètement. Donc du coup, moi je m'en fous un petit peu de Manel Cap. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais je trouve pas que ce soit le meilleur. Il a battu Asakura, qui était déjà en fait un champion un peu accidentel en fait. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'UFC continue de signer des gens. Donc ce serait possible qu'il re-signe soit Demetrius Johnson, soit Kyoji Horiguchi, soit des mecs comme ça qui Non, peuvent faire venir. tu penses, je sais pas. Ouais. En fait, dans le meilleur des cas, ce qui serait cool, c'est qu'il y ait une parce que Oh, mais cette catégorie, ce serait. Scénario possible en bantam, scénario possible. Du coup, Cerudo bat José Aldo. Ouais. Derrière, il bat soit Peter Yan, soit Aljamain Sterling, c'est-à-dire le prochain challenger. Dans le même temps, Kyoji Horiguchi rencontre Demetrius Johnson au One. Ils se battent et le vainqueur des deux va rencontrer, soit pour la revanche, si c'est Demetrius Johnson, ça serait stylé, ça. Cerudo, soit Kyoji Horiguchi contre Cerudo. Et alors là, pour le coup, c'est le champion, mais incontesté, mais tout orga confondu, quoi. Et ce serait. Alors, ce serait pas mal, ça. Oh là là. Mais infiniment compliqué, malheureusement. Bien, on va prendre une dernière question et puis ensuite. Moi, je vais devoir y aller, moi, les gars. Maintenant? Bon, allez. Bah, alors, notre cher Rust, la petite recommandation musicale, même pas? Je la ferai demain. Allez, je la ferai demain. Et recommandation combat, mon cher Polydomso, avant qu'on se quitte. Alors, recommandation combat, en boxe amateur, je vous recommande de regarder le parcours olympique et les highlights et même les combats plus généralement du boxeur cubain Julio César Lacruz. Il est exceptionnel. Bon, il fera probablement pas sa transition en professionnel. Et je sais même pas si sa boxe, elle pourrait vraiment bien s'appliquer à la boxe professionnelle parce que c'est une boxe ultra virevoltante qui fait fi on va dire, des techniques, des conventionnels de boxe et qui marche bien sur le volume très resserré des combats amateurs. Je sais pas si ça marcherait bien dans un milieu un peu plus dur et un peu plus rugueux qu'est la boxe professionnelle. Mais c'est très impressionnant à regarder. C'est unique et donc du coup Julio César Lacruz, je le recommande. Après pour la reco culture, la série Cobra Kai qui est étonnamment bonne, je trouve, qui se défend vraiment bien pour une série YouTube. C'est assez marrant. Bon après faut pas, enfin là c'est pas un truc réaliste sur les sports de combat, c'est un truc un peu cheesy, un peu à l'ancienne, film de kung-fu et tout. Donc mais ça, enfin série de kung-fu, mais ça, si vous aimez bien la vibe un peu 80 années 80 et les films un peu de kung-fu, tu vois, dans ce genre-là, bah ça passe, quoi. C'est plutôt cool. Allez, et bien formidable. Allez, à la prochaine. Soit.